Eh bien, il y a un nouveau scandale d'immigration aujourd'hui, et cette fois, ce sont des Blancs qui essaient de venir en Amérique, et tout le monde a son avis tranché. Tout cela pendant que Trump semble renverser la politique habituelle concernant Israël et, en même temps, conclure des accords avec l'Arabie Saoudite pour des centaines de milliards de dollars. Et nous reviendrons là-dessus juste après avoir révélé une grosse bombe sur l'histoire que nous avons commencée hier à propos d'Unleashed Brands, Michael Browning Jr. et The Little Jim. Tout cela aujourd'hui dans Candace. Aujourd'hui, nous allons commencer par un bref rappel de ce qui est arrivé à Toys R Us, célèbrement mis en faillite par les sociétés de capital investissement KKR et Bain Capital. Parce qu'il est important de souligner jusqu'où le capital investissement est prêt à aller pour le profit et à quel point il s'en soucie peu. Il se moque de savoir qui il blesse en le faisant. Avant que le capital investissement ne les rachète, Toys R Us avait 1,8 milliard de dollars de dette. Après le passage du capital investissement, ils se sont retrouvés avec plus de 5 milliards de dollars de dette. En 2007, les charges d'intérêt consommaient 97% de leurs bénéfices. Amazon était un mastodonte qui a signé la fin des magasins de détail traditionnels et en 2017, environ 7000 magasins et 50 000 emplois ont disparu. Entre 2015 et 2017, parmi les 43 grandes enseignes de distribution et de supermarchés qui ont déposé le bilan, plus de 40% appartenaient à des fonds de capital investissement. Mais pire encore, le capital investissement a commencé à maîtriser l'art du rachat par effet de levier. Il n'avance même pas l'argent pour acheter une entreprise, mais contracte plutôt un prêt en utilisant l'entreprise qu'il s'apprête à acquérir, mais qu'il ne possède pas encore, et ils s'en servent comme garantie pour obtenir ce prêt. Citation. De nombreux fonds de capital investissement n'apportent qu'environ 1 à 2% des fonds propres nécessaires pour un rachat par effet de levier et ils prélèvent des frais et des intérêts tout au long de l'opération. Si tout se passe bien, les fonds prennent une énorme part des bénéfices lorsqu'ils se retirent. Si tout explose, ils s'en sortent généralement sans la moindre égratignure. Une autre tactique courante. Pour vider une entreprise, une fois que vous en avez le contrôle, vous vendez tous les biens immobiliers à vos amis du secteur immobilier. Et ensuite, ils obligent l'entreprise, Toys R Us, à louer ses propres locaux en payant un loyer mensuel, ce qui plombe encore davantage le bilan. Le modèle du capital investissement, souvent appelé capitalisme vautour, consiste à piller et revendre, et non à investir ou à bien gérer les entreprises. Et beaucoup de gens ne réalisent pas combien de marques appréciées ont été rachetées par ce type de rachat à effet de levier. Voici juste un petit échantillon de récents rachats par effet de levier, principalement réalisés par des fonds de capital investissement, mais parfois aussi par de grandes mégacorporations publiques, comme dans l'exemple de Kraft Heinz. Les grands groupes ont également compris, au fil des années, que nouer des relations privilégiées avec les grands cabinets de conseil est un excellent moyen de mal gérer une entreprise tout en encaissant des honoraires exorbitants. L'industrie du conseil est dominée par les trois grands. Il s'agit de McKinsey, BCG et Bain & Company. Certaines grandes sociétés de capital investissement ont même des sociétés de conseil associées, ou inversement. McKinsey & Company compte des partenaires MIO. Bain Capital a scindé Bain & Company, qui sont évidemment des sociétés totalement distinctes. Et même s'ils travaillent parfois ensemble, ils ne comploteraient jamais et ne feraient jamais rien de malhonnête. Jamais. C'est précisément ce qui se passait chez GameStop juste avant le short squeeze de 2021 qui a secoué le monde. Leur conseil d'administration avait été infiltré et ils avaient engagé BCG pour les conseiller pendant la descente. GameStop a déclaré que BCG privilégiait des honoraires excessifs au détriment des intérêts des clients. Et Ryan Cohen, qui était le chevalier blanc ayant racheté sa place chez GameStop juste avant le short squeeze de 2021, savait exactement ce qu'il faisait. Et il a évincé les membres corrompus du conseil d'administration et licencié BCG. Il s'exprimait très ouvertement sur Twitter, parlant littéralement de BCG et de cette pratique. Exactement le même scénario s'est produit récemment chez Bed Bath & Beyond, y compris la vente de tous leurs biens immobiliers et l'obligation de relouer leurs propres bâtiments peu de temps avant de les mener à la faillite. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Je mentionne tout cela simplement pour montrer qu'il s'agit d'un schéma récurrent chez le capital investissement et les gros bonnets qui sont prêts à tout pour gonfler leur portefeuille. Et maintenant, revenons à notre gars, Michael Browning Jr. Vous connaissez ce type?
celui qui possède la société de parcs de trampoline où, hier, nous avons vu des vidéos d'enfants tombant des attractions et se blessant gravement. Vous pourriez penser que ce n'est pas de sa faute. Il gère simplement une entreprise et parfois ses employés font des erreurs. C'est possible. Ce serait raisonnable de le supposer si l'on parlait de la plupart des gens. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment il a fondé Urban Air en cannibalisant complètement, puis apparemment en volant carrément le travail d'un autre homme. Cet homme, c'est Garth Price, et l'œuvre de sa vie était Leap of Faith Adventures. Et petite parenthèse ici, en essayant de trouver des photos de Garth et de Leap of Faith Adventures, cette vidéo que nous allons vous montrer était à peu près la seule chose que j'ai pu trouver de disponible publiquement en ligne. Parce que lui et son entreprise ont été si complètement effacés par Michael Browning Jr. Et voici l'histoire que nous allons vous raconter. Je m'appelle Garth Price. Le nom de notre entreprise est Leap of Faith Adventures et nous sommes à Bellefontaine, dans l'Ohio. Ici, chez Leap of Faith, nous travaillons avec des centres de divertissement familial, également appelés FEC. Nous aidons à la fabrication, à l'installation, à la gestion des risques. Nous aidons sur tous ces aspects pour permettre à d'autres de réussir. Une semaine typique en tant que propriétaire d'entreprise, c'est de la folie. C'est le chaos. Il semble que ce soit le chaos la plupart du temps. J'ai besoin de beaucoup d'aide. Quand j'ai commencé, j'étais seul à construire des attractions dans le garage de mon père. Donc, je suis passé de comptable, soudeur, fabricant, concepteur, tout ça. Je ne peux pas tout faire moi-même et réussir. J'ai besoin d'autres personnes dans ma vie pour me permettre de réussir aussi. C'est ce que Fifth Third a fait. Et c'est ce que Jason a fait. Fifth Third a été très important. Fifth Third, c'est ce bâtiment dans lequel nous sommes, notre laboratoire de recherche et développement que nous avons. Et sans Fifth Third, nous n'aurions rien eu de tout cela. Alors je veux juste que tu t'en souviennes, mec. Il va être au centre de toute cette histoire, et nous allons raconter l'histoire de son entreprise et comment tout s'est passé aujourd'hui. Et je veux aussi que tu te souviennes que c'est à ça que ressemble un fondateur. C'est à ça que ressemble un homme qui a fondé son entreprise sur ses propres intérêts, sa propre passion, son propre travail acharné. Parce que maintenant, je veux te présenter les deux révélations, les deux documents qui vont guider une grande partie de notre reportage aujourd'hui et qui vont éclairer toutes les autres actions d'Unleashed Brand contre Tiffany Chauncey et toutes les autres personnes impliquées dans ce scandale. Ceci est une requête pour sanction et une requête pour injonction et ordonnance restrictive. À droite, vous avez la demande d'injonction temporaire et d'injonction permanente. Et à gauche, vous avez la requête pour sanction. Le juge a accordé la requête pour injonction pendant que l'affaire était en cours de litige. Et le juge a prolongé cette injonction 8 fois. Et un petit peu de contexte sur les injonctions, juste pour ceux qui ne savent pas. Une injonction est la norme juridique la plus élevée que l'on puisse atteindre à bien des égards, car elle sert à empêcher immédiatement quelqu'un de faire quelque chose d'irréversible, comme une injection létale. Dans ce cas, c'était parce qu'ils étaient apparemment en train de voler son entreprise, et une fois que son entreprise lui serait prise, il ne la récupérerait jamais, et il ne pourrait plus non plus poursuivre en justice. Il est donc extrêmement difficile de remplir les conditions requises pour obtenir une injonction. Et dans ce cas, le juge a accordé l'injonction, puis l'a renouvelée 8 fois, ce qui est généralement inédit. Un juge n'accorderait une injonction au départ que si elle avait manifestement du fondement. Et celle-ci a été renouvelée 8 fois jusqu'à plus tard. Garth n'avait tout simplement plus d'argent pour se battre. 2 ans après cette première injonction, le document à droite, Garth, Price et Leap of Faith Adventures ont déposé la requête pour sanction qui se trouve à gauche. Mais ils étaient déjà presque à court d'argent et ils ont dû conclure un accord peu de temps après le dépôt de cette requête. Donc, une grande partie de ce que nous allons lire aujourd'hui provient de la toute fin, juste avant que tout ne s'effondre autour de lui. Et c'est pourquoi cela contient autant d'informations, car c'était après que tout se soit déjà produit. Mais il est important de préciser que cette affaire n'a jamais été gagnée devant un tribunal et n'a même jamais eu le temps ni l'argent d'être jugée entièrement. Donc, il ne s'agit que d'allégations portées contre Urban Air par l'OFA. Avant l'OFA, Leap of Faith Adventures, Urban Air n'était, disons-le, pas une entreprise très prospère. Pour citer, malgré le développement du concept UATP jusqu'à 8 parcs au cours de ses 4 ans et quart d'exploitation, UATP, c'est-à-dire Urban Air Theme Parks, l'entreprise n'a tout de même réalisé qu'un chiffre d'affaires annuel de 807 000 $, avec un bénéfice net de 168 329 $ pour l'année, se terminant le 31 décembre 2015.
C'est un chiffre vraiment faible si vous gérez 8 grands parcs à thème et que vous ne dégagez qu'un bénéfice net de 168 000 $. Donc, c'était littéralement juste des trampolines et des jeux vidéo. Michael Browning avait encore un emploi de jour et il avait construit tout cela avec l'argent de son père. Mais ensuite, Michael a intégré Leap of Faith Adventures et Urban Air a été complètement transformé. Donc, pour être clair, ces deux hommes ont fondé leurs entreprises la même année, indépendamment l'un de l'autre. L'un a fondé son entreprise grâce à son travail acharné, à la création de relations et à une vision. L'autre a fondé son entreprise avec l'argent de papa et un besoin évident de validation. Donc, Leap of Faith Adventures a apporté à Urban Air toutes leurs attractions, toute leur nouvelle identité de marque. Tout ce que votre enfant associe aujourd'hui à Urban Air, cela a été installé par Leap of Faith Adventures parce que c'est ce que Leap of Faith Adventures faisait. C'était une entreprise qui installait ce type de manège et d'attraction pour ce genre de parc. Et il le faisait en nouant des relations avec les personnes qui inventaient ces différents manèges et attractions, puis en apportant cette technologie et ces attractions pour les installer. Pour une entreprise comme Urban Air. Avançons rapidement jusqu'à la fin de 2016. Le modèle économique du ATP était désormais radicalement différent. Le travail acharné, l'expérience et l'expertise de Leap of Faith ont rendu le modèle Urban Air évolutif et reproductible, permettant à Urban Air d'ouvrir 13 nouveaux parcs en une seule année et d'élargir sa sélection d'attractions auparavant limitée. Rappelez-vous, 8 parcs pour toute la fondation, puis 13 parcs en une seule année. Donc, en résumé, Leap of Faith a permis à Urban Air de se développer et a rendu sa franchise plus attrayante pour les investisseurs. Browning a fait l'offre suivante à Leap of Faith. Urban Air enverrait exclusivement les affaires de ses franchisés à Leap of Faith pour la vente et l'installation des attractions. Mais en échange, Leap of Faith reverserait 70% des bénéfices nets à Urban Air, en plus du partage des bénéfices. Urban Air a également promis de fournir à Leap of Faith des services administratifs pour l'aider à gérer l'afflux d'activités associées. En échange, Leap of Faith acceptait de payer des frais de 1 000 $ par parc pour ses services. Mais Urban Air a ensuite augmenté ses frais à 2 000 $ par parc. Et ce service, les services administratifs, deviendra très pertinent par la suite. Cela comprenait 2 éléments principaux. Une employée semi-dédiée à la gestion administrative et à la comptabilité, Abby Crowley, ainsi que l'achat, la configuration et l'hébergement d'un domaine web privé pour Leap of Faith. Browning a insisté sur le fait que Leap of Faith avait besoin d'une adresse email plus professionnelle, alors Urban Air a acheté pour 11,86 $ et a hébergé le domaine email lofadv.com pour Leap of Faith. Leap of Faith comprenait et s'attendait cependant à ce que le compte lofadv.com soit maintenu comme le compte professionnel privé de Leap of Faith. Cela deviendra très pertinent plus tard dans cette affaire. Et donc, pour clarifier les choses et que ce soit évident, ils ont accepté cet accord de partage des bénéfices. Parce que Leap of Faith recevait toutes sortes d'affaires et Urban Air obtenait tout. Le travail de Leap of Faith reposait sur un investissement important, comprenant 375 heures de formation des employés sur les installations, les codes du bâtiment, la conformité ADA, l'OSHA et d'autres formations en cours d'emploi, pour apprendre. Cependant, l'investissement de Leap of Faith a été reconnu et salué par les fabricants d'attractions. Elle a construit et installé plus de 45 parcs pendant sa période d'activité de 2016 à 2018, contre seulement 8 parcs réalisés par UATP depuis sa création en 2013 jusqu'à la fin de 2015. Et on commence à comprendre pourquoi il est pertinent que Michael Browning ait ensuite commencé à faire venir de la main-d'œuvre chinoise pour installer ces nouveaux parcs. Quand on voit le type de coût associé au fait de bien faire les choses. Et Leap of Faith tenait particulièrement à ce que tout soit fait correctement. À ce moment-là, Browning a envoyé un email à son père en disant, je cite, « Garth vient de virer 75 000 $. C'est une bonne façon de finir un vendredi. » En un mois, Urban Air gagnait autant, voire plus, en remise, que ce qu'elle avait gagné en tant qu'exploitant de 8 parcs pendant toute l'année précédente, en 2015. On ne peut pas exagérer à quel point cela a transformé l'entreprise de Michael Browning. Et il convient également de noter à quel point Michael Browning Jr. semble attaché à l'opinion de son père. C'est le cas. Nous allons poursuivre l'histoire dans un instant. Mais d'abord, je voudrais prendre un instant pour vous parler de Smile.
Avez-vous vu les derniers gros titres sur le fluorure dans l'eau potable? L'avenir des soins bucco-dentaires, ce n'est pas le fluorure, ce sont les peptides. Et la société de bien-être vient de lancer la toute première pâte à base de peptides qui régénère les tissus des gencives, renforce les mailles et blanchit naturellement vos dents. Ça s'appelle Smile, une innovation formulée par des médecins qui agit avec le processus naturel de réparation de votre corps. Cette formule avancée associe des peptides ciblés à de la spiruline bleue, de l'aloe vera et de puissants reminéralisants pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la production de collagène et aider à reconstruire les tissus gingivaux perdus, tout en blanchissant en douceur, sans sensibilité, sans fluorure, sans peroxyde. Aucun colorant artificiel, seulement des ingrédients sains qui combattent les mauvaises bactéries et favorisent une bouche plus saine, prêt à améliorer votre santé bucco-dentaire. Découvrez l'avenir des soins bucco-dentaires avec Smile et profitez de 15% de réduction et de la livraison gratuite sur TBC Health Purse Candice avec le code CANDICE. Agissez aujourd'hui pour une meilleure santé demain. Rendez-vous sur TWC Health Candice avec le code promo CANDICE. Dès la première année avec le parti, Urban Air a commencé à dépenser dans des extravagances, notamment en achetant un avion pour l'entreprise. Une fois que Browning a goûté à de véritables revenus, il a cherché à augmenter sa part, et ce, au détriment de Leap of Faith. En avril 2017, à peine 1 an et demi après le début du partenariat, Browning cherchait déjà à modifier l'accord 60-30 d'Urban Air avec Leap of Faith. Browning a écrit, je cite, « J'essaie de modifier l'accord et, par conséquent, l'affirmation concernant les 70% ne sera plus exacte. » Citation, « Le pourcentage était susceptible de changer. » Browning a constamment agi pour limiter les revenus de Leap of Faith tout en augmentant ceux d'Urban Air. Si vous étiez junior, un Nepo Baby avec un père extrêmement prospère comme Browning Sr., que feriez-vous pour protéger votre nouveau succès, votre nouvel avion privé, votre nouvel accès au cercle des grands? Censureriez-vous les journalistes et les publications? Seriez-vous capable de falsifier des documents ou de commettre un faux témoignage? Engageriez-vous des criminels pour faire votre sale boulot ou forceriez-vous une femme à avorter? Oseriez-vous placer de la drogue, nuire à des enfants, terroriser des petits commerçants ou ruiner des vétérans? Et je ne dis pas ça, Michael Browning Jr. ou que quelqu'un d'autre ait fait ces choses. Je vous pose simplement la question, si vous aviez gagné des millions, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour les conserver, d'accord? Michael Browning Jr., on m'a proposé de transférer toute l'équipe de Leap of Faith de l'Ohio au Texas. Et Leap of Faith avait toutes les relations. Leap of Faith avait tous les contacts avec les inventeurs de ces différentes attractions et les vendait par son intermédiaire à Urban Air. Il possédait également toute l'expertise nécessaire pour rendre cette transformation possible. Il n'a donc pas fallu longtemps avant que Junior, ils ont tenté de modifier leurs accords de partage des bénéfices et d'obtenir davantage d'argent de la part du partenariat. Et, maintenant que Junior avait une entreprise en pleine expansion, il a commencé à chercher parmi les investisseurs en capital investissement intéressés. Citation, en réponse, Polo Zola a rédigé une lettre informant Price qu'Urban Air et ses partenaires potentiels voulaient intégrer Leap of Faith en interne et faire de lui le vice-président des attractions d'Urban Air. Mais si Price refusait leur offre, alors Urban Air insistait pour que Price signe le fameux accord de remise que Price n'a jamais signé, mais que Browning affirme désormais que Price a signé. Nous y reviendrons. Nous aborderons la falsification de documents une autre fois dans une autre partie de cette histoire. Contentons-nous de dire pour l'instant que cela n'a jamais vraiment été résolu et que Price n'a jamais pu prouver devant le tribunal qu'il n'avait pas signé ce document. Mais lorsqu'ils lui ont proposé de le racheter et qu'il a répondu un non catégorique, l'étape suivante a été franchie. Incapables d'acquérir Leap of Faith au prix qu'ils souhaitaient, les défendeurs d'Urban Air ont simplement changé de cap et se sont lancés dans, je cite, le projet Leapfrog. C'était leur plan pour voler les actifs commerciaux de Leap of Faith et éliminer toute entreprise viable restante afin qu'elle ne puisse plus opérer comme concurrente. Peu de temps après, le personnel d'Urban Air a commencé à envoyer des courriels aux franchises avec lesquels Leap of Faith avait un contrat de vente et d'installation en cours. Ces courriels contenaient le message suivant. Je cite, « Urban Air aide Leap of Faith dans la gestion des contrats d'attraction. Veuillez utiliser les instructions de virement jointes pour les paiements à venir. » Browning a admis avoir envoyé de tels courriels. Et il est important de noter rapidement que ces nouvelles instructions de virement n'étaient plus reliées au compte bancaire de Leap of Faith, mais plutôt à ceux d'Urban Air. Et nous y reviendrons dans un instant.
Mais maintenant qu'il avait des investisseurs en capital investissement derrière lui, il devait se conformer et appliquer la stratégie du capital investissement telle qu'il voulait la mettre en œuvre. Après avoir réussi à détourner les fonds commerciaux de Leap of Faith grâce à cette ruse, Urban Air a commencé à utiliser l'avertissement suivant dans ses propres communications par email. Avertissement. Nous travaillons activement à réduire les risques de piratage et d'hameçonnage par email. Si vous recevez un email, une lettre ou un colis contenant des instructions de virement, appelez-nous en utilisant des coordonnées déjà connues pour vérifier les informations avant d'envoyer des fonds. N'utilisez jamais les informations fournies dans l'email. Et donc, il venait tout juste d'envoyer un email avec de nouvelles instructions de virement. Cet argent n'a pas été versé sur les anciens comptes bancaires de Leap of Faith, mais semble plutôt avoir été transféré sur les comptes bancaires d'Urban Air. Détournant ainsi tous les paiements que l'ensemble de leurs franchises auraient dû effectuer à Leap of Faith, mais qui, apparemment, sont désormais versés à Urban Air. Ensuite, ils envoient cet email disant « Et si vous recevez des communications vous demandant d'envoyer de l'argent à ces anciens, vous savez, ces anciennes instructions, n'y prêtez pas attention. » Cela pourrait être une tentative de phishing. Donc, en plus de détourner les paiements entrants de Leap of Faith, Urban Air transfère également d'importantes sommes d'argent attribuables à Leap of Faith vers le nouveau compte d'Urban Air Attraction. Urban Air prendra plus tard des mesures pour vider un compte courant de Leap of Faith. Un tel vol n'aurait jamais été possible, si ce n'est pour le fait que Leap of Faith a accepté l'offre d'Urban Air de fournir à Leap of Faith la comptabilité et la facturation nécessaires pour les produits franchisés moyennant des frais par parc. C'était cette chose que nous avons mentionnée plus tôt et qui devait revenir sur le tapis. Apparemment, c'est bien revenu sur le tapis. En plus de détourner des fonds, Urban Air a également lancé une campagne active pour recruter les employés formés et expérimentés de Leap of Faith afin qu'ils viennent travailler pour Urban Air et, ce faisant, a appris les secrets de fabrication de Leap of Faith concernant l'installation. Ils auraient aussi, soi-disant, installé des caméras et là, il est écrit, je cite, « Il est évident pour moi que vous essayez d'apprendre comment installer un parc. » Avec la série de questions que vous avez posées à mon équipe et les caméras que vous avez installées face aux attractions sur le chantier de Bedford. Dans son arrogance, Browning l'admet volontiers. Leur intention était d'apprendre et de s'approprier l'expérience et le savoir-faire exclusif de Leap of Faith afin que les défendeurs d'Urban Air puissent l'utiliser sans Leap of Faith. Je cite, « Il est exact que nous avons placé des caméras sur le site de Bedford pour enregistrer la construction. Il est exact que nous apprenons comment effectuer les installations. John, Doug et moi-même vous avons dit à de nombreuses reprises en personne que nos investisseurs et notre conseil d'administration ne nous permettront pas de mettre tous nos œufs dans le panier de l'OFA. Ils veulent que nous ayons un plan de secours. Il est à noter qu'aucune de ces vidéos n'a été produite dans le cadre du litige. Le 24 juillet 2018, les défendeurs d'Urban Air ont réussi à débaucher 26 des 40 employés à temps plein formés et expérimentés de Leap of Faith, soit 3 de ces 5 équipes actives. Donc, Michael a fait installer des caméras dans les Urban Air en construction afin qu'elles puissent filmer Leap of Faith, installer ces attractions et utiliser ces images pour réaliser des vidéos de formation. Parce que beaucoup des attractions arrivaient sans instruction d'installation, mais les équipes de Leap of Faith étaient excellentes et savaient exactement ce qu'elles faisaient grâce à toute la formation qu'ils avaient financée. Ce qui n'enthousiasmait pas autant Michael Browning. Payé pour cela, apparemment, non plus. Ensuite, Michael a entrepris une longue série de manipulations pour acquérir tout ce dont il avait besoin et déposer des brevets sur des attractions qui lui avaient été présentées par Leap of Faith Adventures. Et je ne sais pas combien de propriétés intellectuelles il a pu voler de cette façon. Il y a une quantité immense de documents juridiques à examiner, mais je vais vous en montrer un ou deux à titre d'exemple. Donc, lorsque Leap of Faith a finalement poursuivi Michael Browning en justice, un homme nommé David Evans a été entendu sous serment et a témoigné au sujet du vol de sa propriété intellectuelle. Il possédait Rascal Face, qui est l'une des entreprises avec lesquelles Leap of Faith avait collaboré pendant de nombreuses années. Parce qu'il avait inventé l'une des attractions que Leap of Faith avait installées dans des parcs, le Skyrider. Vous vous souvenez de cette sorte de tyrolienne sur laquelle on voyait des enfants tomber dans l'épisode d'hier? C'est bien celle-là, non? Donc, cette autre entreprise a inventé le Skyrider, et Leap of Faith est responsable d'avoir amené cette attraction dans tous ces différents parcs pour toutes ces différentes entreprises et de l'y avoir installé. Donc, ils sont un peu comme un intermédiaire, c'est ça? David Evans a fourni une déclaration sous serment dans cette affaire. Et il a dit, je cite, « J'ai rencontré Michael Browning à une table de pique-nique à l'intérieur du parc pour discuter des manuels.
et je lui ai expliqué qu'il contenait des informations sensibles. Et donc, j'aurais besoin qu'il signe un accord de confidentialité pour couvrir l'organisation Urban Air. Michael Browning a lu l'accord de confidentialité et il l'a signé le 17 février 2017. Une copie fidèle et conforme de cet accord de confidentialité signé est jointe en tant que pièce 39. Au fait, avez-vous remarqué à quel point le texte est tout brouillé sur ce document? C'est parce que Michael Browning a payé beaucoup d'argent, je suppose des millions de dollars, mais je ne sais pas, pour essayer de faire sceller toute cette affaire. Donc, toutes les copies disponibles au public en ligne jusqu'à maintenant manquent de grandes parties et ont un aspect vraiment étrange. C'est très étrange au début quand on tombe dessus. Mais nous avons la version officielle qui nous a été divulguée. Citation, je ne le savais pas. Michael Browning allait déposer un brevet sur mon design pour l'attraction de jeu à plusieurs niveaux, qui comprenait Skyreader et ma porte anti-retour. Je n'ai pas consenti à cela et je n'aurais jamais partagé mon invention avec lui si j'avais su qu'il allait déposer une demande de brevet dessus. Voici une copie de l'accord de confidentialité que Michael a signé avec Rascal Face, cette entreprise. Citation. Vous vous engagez à ce que toutes les informations confidentielles, ainsi que notre démarche envers vous et toutes les discussions et négociations, seront tenues dans une confidentialité totale et absolue, et ne devront, sans notre consentement préalable, être divulguées par quelque moyen de communication que ce soit, en tout ou en partie, à quiconque, ni utilisées à d'autres fins que votre implication dans une relation d'affaires avec l'entreprise. Les restrictions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux informations confidentielles qui, blablabla, blablabla, blablabla. Il s'agit d'un accord de confidentialité tout à fait normal et très complet que, comme vous pouvez le voir, Michael Browning a signé, en plus de Rascal Face à la fin. Voici une copie de l'avis de propriété intellectuelle de Rascal Face. Et ici, vous pouvez clairement voir qu'il est indiqué. Notez que tout produit, procédé ou technologie décrit dans ce document peut faire l'objet d'autres droits de propriété intellectuelle, réservés par Rascal Face Ltd, Skyreader, Thrills ou un tiers. Aucun droit d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle n'est accordé ici. Il était très clair que cela appartient à Rascal Face, que c'est confidentiel et que vous ne devez pas divulguer de telles informations. Mais voici une copie du brevet qui a finalement été déposé, et il mentionne clairement Michael Browning Jr., de Bedford, Texas, en tant qu'inventeur. Et vous pouvez voir les schémas du Skyrider. Nous avons également un autre brevet. Même chose, l'inventeur est Michael Browning Jr. Ceci a été initialement inventé par Cheer, qui est une autre entreprise similaire à Rascal Face et qui avait inventé ces attractions. Puis cela a été transmis à Leap of Faith Adventures et installé pour Urban Air. Voici la marque déposée Skyrider, détenue par Urban Air. Comme vous pouvez le voir, surligné en rose, UATP LLC. C'est Urban Air Theme Parks LLC. Donc, lorsque David Evans l'a finalement découvert, naturellement, il a été assez surpris. Citation. Le 20 octobre 2017, j'ai consulté en ligne les dépôts de marques pour Skyrider auprès de l'Office américain des brevets et des marques. J'ai découvert que UATP avait déposé une marque de service sur le nom Skyrider. Cela a été fait sans ma permission et sans la permission de quiconque chez Skyrider. Les registres publics en faisaient un état. Michael Browning a déposé la marque Skyrider aux États-Unis en février 2017, juste après avoir signé l'accord de confidentialité, à l'Exhibit 39 ainsi qu'en Europe et au Royaume-Uni en octobre 2017. Les dépôts en Europe et au Royaume-Uni ont eu lieu le lendemain du jour où j'ai informé Michael Browning que je ne signerais pas d'accord d'exclusivité. Voici donc une chaîne d'emails montrant où notre ami Junior. Il a affirmé qu'il avait besoin de dessins détaillés du Skyrider parce que les régulateurs en avaient besoin pour faire fonctionner le parc. Sinon, ils allaient tout fermer. Notez la date, samedi 11 mars à 8h34 du matin. 2 jours plus tard, il les a relancés à nouveau. Nous avons besoin des dessins, vite. 15 mars 2017. Ce même jour, les dessins lui ont été envoyés. Notez qu'il y a 6 personnes en copie de cet email du 15 mars 2017. Cher Michael, veuillez trouver en pièce jointe le dessin pour Sugarland Hub, uniquement en noir et blanc. J'espère que ce fichier est accessible. Merci. Ce même jour, Michael transfère toute cette chaîne d'emails avec les dessins à 2 de ses avocats et demande « Est-ce que cela conviendra? » Notez que personne d'autre n'est en copie de ce transfert. Je me demande bien à quoi il pouvait avoir besoin de ces dessins.
Qui sait? Je me demande pourquoi ils n'ont mis en copie que 2 des avocats de Michael lors du transfert. Et je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire en disant « Jeff, est-ce que cela ira ?» Mais peu de temps après, des brevets et des marques ont été déposés. Ainsi, dès que David Evans en a eu connaissance, plusieurs mois plus tard, il a envoyé une lettre de mise en demeure à Junior déclarant clairement « Si vous refusez de vous conformer à la démarche que nous suggérons au paragraphe 2 de ce courriel, nous n'aurons d'autre choix que de donner instruction à nos avocats d'engager une action pour révoquer et contester toutes vos demandes de marque Skyrider. » Michael Browning a répondu en disant « Oh, pas de souci, mon pote. Nous avons simplement déposé ces brevets pour vous protéger, vous et notre investissement. » Plus ou moins. Vous pouvez lire le texte ici si vous voulez en savoir plus. Dans une notification légale plus formelle, ils ont précisé qu'en enquêtant sur le marché des Zip Coasters, Urban Air avait remarqué que Rascal Face n'avait aucune présence ni vente aux États-Unis, qu'il n'avait pris aucune mesure pour obtenir une protection par brevet ou par marque, que ce soit au Royaume-Uni ou dans son pays d'origine, ou ici aux États-Unis. Urban Air était et reste le seul client ici aux États-Unis et travaille dur pour développer le marché. En examinant votre récent courriel, des recherches plus approfondies ont permis de découvrir un article datant d'octobre dernier dans lequel Monsieur Rupert Oliver. Cet article, un article publié par Global Amusements and Play, a confirmé les conclusions de l'enquête d'Urban Air. Oliver a reconnu que, malgré son invention il y a 22 ans, le grand UI à tyrolienne avait mis un peu de temps à s'imposer. Donc, en résumé, en d'autres termes, nous avons simplement remarqué que vous n'aviez pas les marques déposées dessus, alors nous avons pensé les déposer pour vous protéger. Aujourd'hui, Urban Air continue d'installer et d'utiliser les Skyriders et des enfants en tombent et subissent des blessures qui changent leur vie, comme nous l'avons vu en vidéo l'autre jour. Et Rascal Face, le propriétaire d'origine, n'en produit plus. C'est bizarre comment ça marche? Il s'est ensuite empressé de s'en vanter auprès de ses copains. Pour info, on protège nos attractions, bébé. Merci, Michael Browning, Urban Air Adventure Parks. Exactement. Or, durant cette période, Michael Browning Jr., l'entreprise Leap of Faith Adventures, a déménagé au Texas. Il se trouvait donc dans un bâtiment urbain appartenant à l'aviation. Michael Browning lui avait créé un nouveau site web et de nouvelles adresses e-mail car il voulait qu'il paraisse plus compétent. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Mais cela lui a donné le contrôle sur presque toute l'infrastructure de Leap of Faith. Et puis, un jour, Leap of Faith affirme que ils sont arrivés au travail et ont déclaré qu'ils étaient enfermés dehors, sans accès à leur bâtiment ni à leurs emails. C'est alors que Michael Browning Jr. a envoyé des emails à toutes les franchises qui devaient de l'argent à LOFA pour des installations, avec des instructions de paiement. Mais le lien de paiement semblait en réalité dirigé secrètement vers les comptes bancaires d'Unleashed Brands, et non vers ceux de Leap of Faith. Nous en avons déjà parlé un peu plus tôt, donc c'était un peu comme si tout se passait en même temps. Et quand cela s'est produit, Jen Siraki était membre de l'association des franchisés chez Urban Air, et elle en faisait partie depuis un moment. Et elle a remarqué que les informations bancaires n'étaient plus les mêmes qu'avant. Elle est donc allée voir Garth, le fondateur de Leap of Faith, et lui a demandé ce qui se passait. Il semblait qu'ils interceptaient un tas de paiements. Et peu importe la raison, le résultat était que Garth ne pourrait pas se permettre d'engager des avocats si cela continuait. Donc, pendant cette période, Garth a envoyé cette lettre au partenaire en capital investissement de Michael Browning à l'époque. Et comme vous pouvez le voir, il énumère 8 différents. Des choses qui lui semblaient scandaleuses, des raisons pour lesquelles il pensait qu'il ne devrait plus travailler avec Urban Air. Et je veux juste mettre en avant quelques-uns des derniers points, même si tous sont assez fous. Michael et Steven sont actuellement en train d'embaucher ou de débaucher les équipes d'installation de LOFA. Mais c'est plus que ça. Ils l'ont fait pour nous remplacer dans la construction des parcs franchisés, une autre ingérence illégale dans nos accords avec les franchises. Et, avec tout le respect que je vous dois, nous pensons qu'ils n'exécuteront pas le travail de manière efficace ou compétente, ce qui peut entraîner de très mauvaises conséquences. Cela semble être une position très radicale de détruire des relations clés et de saper. La seule entreprise qui ait jamais construit un parc pour une si petite différence. L'un de nos employés a été débauché par Urban Air, qui a engagé un très grand cabinet d'avocats au Texas pour déposer un procès extrêmement ridicule contre Leap of Faith. Si quelqu'un pense qu'un de nos chefs d'équipe peut se permettre d'engager un grand cabinet d'avocats pour nous poursuivre en justice et que Stephen et Michael ne perdent pas pour cela, j'ai un grand pont à leur vendre. Je pense que nos avocats seront capables de prouver qu'il ne s'agit que d'une nouvelle tentative de leur part pour essayer de détruire Leap of Faith.
Donc, du point de vue de Garth, il ne semblait pas que Michael Browning était là pour être un partenaire dans quoi que ce soit. Et il a déposé toute cette longue requête en injonction, celle dont nous avons lu de nombreux extraits, parce qu'il pensait que Michael essayait de lui voler son entreprise. Garth dépose donc une demande d'injonction pour empêcher Browning de poursuivre ses agissements. Et Michael l'a reçue. Une grande partie de ce que nous avons lu aujourd'hui provient de cette requête en injonction, qui n'avait jamais été vue par personne en dehors du cadre de cette affaire jusqu'à présent. Et Michael Browning Jr., il a tout fait pour s'assurer que personne ne le voit jamais. Oups! Parce que Michael Browning Jr. et son équipe d'avocats n'ont cessé de faire traîner l'affaire, si bien que Garth a malheureusement été poussé à la faillite. Plusieurs des avocats de Garth ont pris cette affaire à honoraires conditionnels, ce qui signifie qu'ils étaient tellement sûrs de gagner qu'ils ont accepté de travailler sans être payés, car ils seraient rémunérés en cas de victoire. Ils se sont battus pendant plus de 2 ans et n'étaient même pas encore arrivés à la phase de découverte. La partie où il détaille toutes les façons dont Browning et ses avocats ont prolongé, désobéi et fait traîner la procédure judiciaire est bien trop longue à couvrir. Cela fait des pages et des pages et des pages. Et c'est parce que Junior n'a cessé de dépenser de l'argent dans l'affaire, déposant des appels encore et encore à tous les niveaux de juridiction possibles au Texas. Cela représente probablement 3 niveaux différents jusqu'à la Cour suprême du Texas. Et on parle parfois de 50 000 à 70 000 dollars à chaque fois. Tout cela coûte très cher à Michael Browning, mais aussi à Garth Price. Et l'équilibre des pouvoirs est clairement inégal dans cette relation. Et finalement, ils ont complètement ruiné Garth. Et il a dû accepter un accord. Et Unleashed Brands a payé 5 millions de dollars à Garth. Mais la plupart, si ce n'est la totalité, est probablement allée aux avocats, qu'il utilisait depuis plus de 2 ans pour se défendre contre cette guerre judiciaire. Et donc, l'affaire en elle-même n'est même jamais arrivée à son terme. Elle n'est même jamais arrivée à la phase de découverte. Et Garth n'a jamais eu l'occasion de prouver aucune des allégations qu'il a faites dans ce document. Et pour être clair, ce ne sont que des allégations. Elles n'ont pas été prouvées devant un tribunal à ce jour. Dans toute cette affaire, Stephen Polizola était l'avocat qui menait la charge pour Urban Air et Michael Browning Jr. Avant cela, il était avocat indépendant chez Decker Jones et non dans un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des entrepreneurs. Et c'était un petit poisson qui travaillait surtout à faire payer les gens en matière de droit des contrats. Lorsqu'il a rejoint Browning, il n'a pas perçu de salaire, mais a plutôt pris des parts dans l'entreprise. Et il a joué un rôle déterminant dans tout cela. Michael Browning Jr. et Unleashed Brands l'a fait. Et aujourd'hui, sa fortune considérable est inextricablement liée au succès de Michael Browning Jr. et des marques déchaînées. Et je voudrais revenir sur son cas un instant, car c'est important. Pour la suite de ce récit, n'oubliez pas qu'il est inscrit au barreau de l'État du Texas. Il a un devoir à remplir et les avocats prêtent certains serments. Et au fil de cette histoire, nous allons tous nous rappeler les serments et les devoirs que des personnes comme Stephen ont envers l'Amérique, la Constitution et le système judiciaire. Mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui, ni même en 1 million d'années, de couvrir toutes les zones d'ombre de Polizola. Et nous avons déjà abordé tellement de choses folles, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Parce que c'est ainsi qu'Urban Air et Unleashed Brands sont nés. C'est ainsi qu'il a été transformé d'un triste petit parc de trampolines en une super chaîne nationale, puis en une société mère qui ciblait spécifiquement des entreprises axées sur les enfants, comme les salles de sport pour tout petits. Et quand c'est ça ton histoire d'origine et que maintenant tu voyages en jet privé, côtoyant les grands de ce monde, je n'ose imaginer ce que tu pourrais faire pour le cacher. En fait, j'ai des documents qui montrent ce qu'il a fait pour le dissimuler, mais nous continuerons là-dessus et passerons à l'histoire de Tiffany la semaine prochaine. Je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause et vous parler de l'un des sponsors de cette émission. Je voudrais prendre un moment pour parler d'American Financing. La dette ne vient pas soudainement, elle s'accumule peu à peu. Carte de crédit, prêts auto, factures médicales. Soudain, vous jonglez avec les paiements et vous vous sentez coincé. Mais bonne nouvelle, vous ne l'êtes pas. Il vous faut juste un nouveau départ. Chez American Financing, ils aident chaque jour des propriétaires comme vous. Ils utilisent la valeur nette de votre maison pour regrouper vos dettes à taux élevés en un paiement simple. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois aux propriétaires. Pas de jugement, pas de pression, seulement des solutions pour vous redonner le contrôle. Imaginez pouvoir respirer et dormir à nouveau, sachant que votre avenir est entre vos mains. Tout commence par un simple appel, il ne faut que 10 minutes pour commencer. Et il n'y a pas de frais initiaux.
donc cela ne coûte rien de découvrir combien vous pouvez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez peut-être reporter vos 2 prochains versements hypothécaires. Les consultants salariés d'American Financing sont à votre écoute et prêts à vous aider. Retrouvez votre tranquillité d'esprit avec American Financing. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou consultez le site americanfinancing.net/owens. D'accord. Vous avez peut-être entendu dire que l'Église épiscopale a refusé d'accueillir des Afrikaners blancs, invoquant une opposition morale. L'Église épiscopale a annoncé lundi qu'elle mettait fin à son partenariat avec le gouvernement pour la réinstallation des réfugiés, invoquant une opposition morale à la réinstallation des Afrikaners blancs d'Afrique du Sud qui ont été classés comme réfugiés par l'administration du président Trump. Et dans une lettre envoyée aux membres de l'Église, le très révérend Sean W. Rowe, qui est l'évêque président de l'Église épiscopale, a déclaré qu'il y a 2 semaines, le gouvernement avait informé les ministères de la migration épiscopale qu'en vertu des conditions de notre subvention fédérale, nous sommes censés réinstaller des Afrikaners blancs d'Afrique du Sud que les États-Unis, le gouvernement a classés comme réfugiés. Cette demande, a déclaré Rowe, franchissait une limite morale pour l'Église épiscopale, qui fait partie de la communion anglicane mondiale et compte parmi ses dirigeants le défunt archevêque Desmond Tutu, un opposant célèbre et fervent à l'apartheid en Afrique du Sud. Rowe a écrit « En conséquence, nous avons décidé que d'ici la fin de l'exercice budgétaire fédéral, nous conclurons nos accords de subvention pour la réinstallation des réfugiés avec les États-Unis. » Gouvernement fédéral. Rowe a souligné que, même si les ministères épiscopaux de l'immigration chercheront à mettre fin à tous les services financés par le gouvernement fédéral d'ici la fin de l'exercice financier fédéral en septembre, la confession continuera de soutenir les immigrants et les réfugiés d'autres manières, notamment en offrant une aide aux réfugiés qui ont déjà été réinstallés. Voici le révérend Sean W. Rowe en a parlé lundi sur ABC News. Bien sûr, il s'agissait d'une relation vieille de 4 décennies qui s'est étendue sur plusieurs administrations et qui a pris fin brutalement aujourd'hui. Pourquoi le fait de classer ces immigrants comme réfugiés a-t-il franchi une limite morale? En réalité, nous ne pouvons pas être nous-mêmes au sein de l'Église épiscopale et franchir le pas de la réinstallation d'Afrikaners blancs d'Afrique du Sud. Notre Église est engagée depuis longtemps en faveur de la justice raciale et de la réconciliation. Et nous avons des liens historiques avec l'Église anglicane d'Afrique du Sud. Desmond Tutu en fait partie. J'ai un partenaire engagé à nos côtés dans ce travail. Nous ne pouvons donc tout simplement pas franchir cette étape. Cela ne correspond en rien à ce que nous défendons et cela nous attriste également de voir que d'autres réfugiés à qui l'on refuse l'entrée aux États-Unis sont des personnes courageuses, qui ont travaillé aux côtés de notre armée en Irak et en Afghanistan, qui sont maintenant en danger, qui vivent dans des camps depuis longtemps et à qui l'on n'accorde pas l'accès. Ainsi, ce programme n'est tout simplement plus en accord avec ce que nous sommes en tant qu'Église et avec nos valeurs. Justice raciale, mais seulement pour certaines races. Aussi drôle que soit sa voix dans cet extrait, je pense qu'il est important que nous nous en souvenions tous. Il existe un terrain d'entente sur ces questions. Et il y a beaucoup de questions comme celle-ci dans le monde en ce moment. Des gens se battent pour des terres, se disputent à qui elles appartiennent, et des gens meurent, des innocents meurent. Que ce soit en Afrique du Sud, ou que ce soit en Israël, ou que ce soit, je pense que chaque camp pourrait faire preuve d'un peu plus de compréhension envers l'humanité de l'autre. Et oui, l'Afrique du Sud a une longue histoire de violence brutale des Blancs envers les Noirs. Mais cela ne nous donne pas de raison de recycler cette violence en une violence des Noirs envers les Blancs. Cela ne fait que prolonger ces cycles. Et c'est la même chose en Israël et en Palestine. C'est la même chose partout où cela se produit. J'aimerais nous rappeler à tous de faire preuve d'un peu d'humanité et simplement de plaider pour qu'on ne tue pas d'innocents, s'il vous plaît. Il a également soulevé un excellent point à propos de tous les Afghans qui nous ont aidés pendant l'invasion de l'Afghanistan. Des personnes courageuses qui se sont retournées contre les terroristes pour nous aider. Dans la région, ces personnes ont été abandonnées à leur sort sans que ce soit de leur faute. Et je dois dire que je serais prêt à écouter les arguments concernant l'acceptation d'une partie de cela. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car les États-Unis, le gouvernement les a abandonnés et ils sont toujours là-bas. Quoi qu'il en soit, cette annonce est tombée juste au moment où des vols avec des Afrikaners étaient prévus pour arriver à l'aéroport international de Washington Dulles, en dehors de Washington, D.C., et le premier groupe d'entrée après que Trump a déclaré, via un décret exécutif en février, que les États-Unis
accueillerait des Afrikaners d'Afrique du Sud qui sont victimes de discrimination raciale injuste. Le gouvernement sud-africain a vigoureusement nié les allégations d'animosité raciale systémique. Rowe a souligné que son annonce intervient alors que l'administration Trump a, par ailleurs, pratiquement gelé le programme de réfugiés, avec les Afrikaners parmi les rares, voire les seules personnes à avoir obtenu le statut de réfugié depuis janvier. Peu après sa prestation de serment, Trump a signé un décret qui a essentiellement mis un terme au programme d'accueil des réfugiés et interrompu les paiements aux organisations qui aident à la réinstallation des réfugiés. Ashley Allison, l'ancienne directrice adjointe et conseillère principale en politique publique du Bureau de l'engagement public de la Maison-Blanche sous Obama, était sur CNN pour discuter de la façon dont les Afrikaners blancs devraient retourner sur leur terre natale en Europe. Il y a plus de 30 ans, ils ont connu une révolution, le système d'apartheid a pris fin et ils ont réformé leur constitution sous la direction du grand leader Nelson Mandela. Et cela a permis une réconciliation raciale que ce pays n'a pas encore réalisée. Mais l'Afrique du Sud l'a fait et elle a réformé sa constitution. Et cela fait partie du fait que les personnes autochtones de cette terre méritent de récupérer leurs terres légitimes. Ce n'est pas ce que souhaitent réellement les Afrikaners, c'est-à-dire les Africains blancs, et donc qui ne sont pas originaires d'Afrique, qui ont aussi colonisé l'Afrique du Sud. Et donc, c'est ce qu'ils qualifient de discrimination. Maintenant, si la Constitution en Afrique du Sud est discriminatoire, il existe des freins et contrepoids dans ce pays, tout comme chez nous. Et c'est à eux de décider. Donc, si les Afrikaners n'aiment pas vraiment cette terre, ils peuvent quitter ce pays. Ils partent de venir ici. Non. Ces réfugiés viennent ici. Ils peuvent en fait partir et aller là d'où ils sont originaires, qui est probablement l'Allemagne. T'es contre qu'ils viennent d'ici? La Hollande. La Hollande, oui. Es-tu contre le fait qu'ils viennent? Tu remarques comment elle allait dire qu'ils ont récupéré leurs droits grâce à une révolution. On ne l'appelle pas une révolution. En mettant fin à l'apartheid. Et je ne veux pas dire, je veux être clair. Je ne ris pas de la situation parce que c'est une situation horrible. Je ris des présentateurs parce que c'est à cause de qui ils sont. La situation réelle est horrible et c'est une tragédie. Et chaque fois que des innocents meurent, c'est une tragédie. Et ça me déprime quand je vois des présentateurs traiter à la légère le sort des gens ordinaires. Cela n'avait rien à voir avec les griefs qui leur tombent dessus. Et que vous soyez un Afrikaner blanc, un Palestinien, un Israélien, un Américain, un Ukrainien, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous vivez dans un endroit où votre gouvernement ne protège pas vos droits, c'est vraiment dommage. D'accord, un petit instant pour vous parler de Tax Network USA. Le jour des impôts est peut-être passé, mais pour des millions d'Américains, les vrais ennuis ne font que commencer. Si vous avez manqué la date limite du 15 avril ou devez encore des arriérés d'impôts, l'IRS renforce ses mesures. Chaque jour d'attente aggrave la situation. Avec plus de 5000 nouveaux privilèges fiscaux déposés chaque jour et des outils comme les saisies de biens, bancaires et sur salaire, l'IRS exerce une pression à un niveau inédit depuis des années. L'augmentation de la surveillance administrative accélère les recouvrements. La bonne nouvelle, il est encore temps pour Tax Network USA de vous aider. Vous êtes travailleur indépendant ou chef d'entreprise. Même si votre comptabilité est en désordre, il s'en occupe. Tax Network USA est spécialisé dans la remise en ordre des situations financières chaotiques et vous remet rapidement sur la bonne voie. Même après la date limite, il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle. Votre consultation est entièrement gratuite et agir maintenant peut stopper les pénalités, les lettres de menace et les saisies surprises avant qu'elles ne s'aggravent. Appelez le 1-800-958-1000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Vous avez peut-être manqué le 15 avril, mais il vous reste encore des options. Laissez Tax Network USA vous aider avant que l'IRS ne prenne la prochaine mesure. Appelez le 1-800-958-1000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. En parlant d'Israël-Palestine, The Guardian a rapporté que Netanyahou doit désormais œuvrer pour obtenir le soutien des États-Unis, alors que Trump se lasse de la guerre d'Israël à Gaza. L'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, n'a pas mâché ses mots lors d'une réunion tard dimanche avec d'anciens otages et des proches de ceux encore détenus à Gaza. Il leur a dit qu'Israël prolonge une guerre que les États-Unis veulent voir se terminer, ont rapporté les médias locaux. À la veille de la libération d'Idan Alexander, le dernier Américain vivant détenu par le Hamas, Witkoff a exposé le fossé entre son patron et le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Citation, « Nous voulons ramener les otages chez eux, mais Israël n'est pas prêt à mettre fin à la guerre. Israël la prolonge. Et ce, malgré le fait que nous ne voyons pas d'autre issue et qu'un accord doit être trouvé. » C'est tout
selon la chaîne de télévision Channel 12 et des sources apparemment présentes à ce moment-là. C'était simplement le dernier d'une série de camouflets très médiatisés et à forts enjeux de la part de la Maison-Blanche, ce qui semble indiquer que l'allié le plus important d'Israël est quelque peu mécontent du gouvernement israélien et peut-être même en train de se désintéresser de son sort. Citation. « Trump n'est pas contre Israël, mais il ne se soucie pas d'Israël », a déclaré Alon Pincus, un ancien diplomate israélien. En ce qui concerne Trump, Netanyahou est devenu un irritant, et un irritant qui ne contribue pas au compte en banque. Le 25 avril, alors qu'il se rendait aux funérailles du pape François, Trump a déclaré ceci à propos de Gaza et de sa rencontre avec Bibi Netanyahou. Gaza a été évoqué et j'ai dit, vous savez, il faudrait être bon envers Gaza. Ces gens souffrent, nous devons être bons envers Gaza, nous allons nous en occuper. Il y a un besoin criant de médicaments et de nourriture et nous y répondons. En termes de, par exemple... Ouvrir davantage de points d'accès. Très difficile. Provoquer accident. Très difficile d'entrer nourriture et médicaments dans une station-service. Le premier ministre a répondu à cela. Eh bien, je me sentais bien à ce sujet. C'est une bonne nouvelle, sincèrement. Et cela ne constitue pas un soutien au Hamas. Il parle là de l'aide aux civils, d'aider les civils ordinaires à survivre. D'après The Times of Israel, c'était la première fois que Trump s'exprimait publiquement sur la question de l'aide humanitaire pour Gaza. La révélation de la discussion entre Netanyahou et Trump est survenue peu après. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu'il avait épuisé ses stocks alimentaires à Gaza en raison de la fermeture prolongée des points de passage vers l'enclave. Le PAM a déclaré dans un communiqué adressé aux journalistes, je cite, « Aucune aide humanitaire ou marchandise commerciale n'est entrée à Gaza depuis plus de 7 semaines, car tous les principaux points de passage frontaliers restent fermés. » Il s'agit de la plus longue fermeture que la bande de Gaza ait jamais connue, aggravant des marchés et des systèmes alimentaires déjà fragiles. Donc, pour conclure cette histoire, je suis simplement heureux que nous parlions d'aider les civils. Je suis content que nous parlions d'apporter de l'aide aux innocents qui se trouvent au cœur de ce conflit. Et je suis heureux d'entendre Trump dire ces choses de la manière dont il l'a fait. Mais ce n'est pas la seule chose que Trump fait en ce moment, car selon CNBC, la Maison-Blanche vient d'annoncer un investissement saoudien de 600 milliards de dollars aux États-Unis. Lors de la visite de Trump, le président Donald Trump a mardi fait l'éloge de l'Arabie saoudite et de ses dirigeants après que la Maison-Blanche a annoncé un engagement du Royaume d'investir 600 milliards de dollars dans une série d'accords avec les États-Unis. Trump a également annoncé lors d'un forum d'investissement à Riyad qu'il ordonnerait la levée de toutes les sanctions américaines contre la Syrie afin de leur donner une chance de grandeur. Le discours de Trump à la conférence sur l'investissement a suivi la signature de plusieurs accords bilatéraux lors d'une visite d'État avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Voici un extrait de son discours lors de ce forum d'investissement saoudo-américain. Forum d'investissement. Et il est crucial que le reste du monde comprenne que cette grande transformation n'est pas le fruit d'interventionnistes occidentaux ou de personnes arrivant dans de magnifiques avions. Venir vous donner des leçons sur la façon de vivre et de gérer vos propres affaires. Non, les merveilles étincelantes de Riyad et d'Abu Dhabi n'ont pas été créées par les soi-disant bâtisseurs de nations, les néoconservateurs ou les ONG libérales, comme ceux qui ont dépensé des milliers de milliards de dollars sans réussir à développer quoi que ce soit. Kaboul, Bagdad, tant d'autres villes. Au contraire, la naissance d'un Moyen-Orient moderne a été portée par les peuples de la région eux-mêmes, les personnes qui sont ici, celles qui ont toujours vécu ici, développant leur propre pays souverain, poursuivant leurs visions uniques et traçant leur propre destin à leur manière. C'est vraiment incroyable ce que vous avez accompli. Au final, les soi-disant bâtisseurs de nations ont détruit bien plus de nations qu'ils n'en ont construites et les interventionnistes intervenaient dans des sociétés complexes qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Ils vous disaient comment faire, mais ils n'avaient eux-mêmes aucune idée de la façon de procéder. La paix, la prospérité et le progrès ne sont finalement pas venus d'un rejet radical de votre héritage, mais plutôt en adoptant vos traditions nationales et en embrassant ce même héritage que vous aimez tant.
Je peux tout à fait imaginer Alex Jones en ce moment en train de dire « coup fatal pour les mondialistes ». Les mondialistes sont en train de tomber. Et j'adore Alex. Et j'espère qu'il est en train de faire ça en ce moment même. Parce que ce discours est une condamnation pure et simple des mondialistes, des interventionnistes, des profiteurs de la guerre, les gens qui apparemment dirigent le monde. Mais il est important de se rappeler qu'il est en Arabie Saoudite, en train de prononcer un discours devant les Saoudiens. Et j'adorerais l'entendre venir prononcer ce discours devant tous les gars du Congrès. Ceux qui ont gagné de l'argent en reconstruisant après la guerre en Irak et après l'Afghanistan. Et on verra, parce que Trump dit beaucoup de choses que je pense beaucoup de gens ne s'attendaient pas à entendre de sa part. Il fait beaucoup de choses que, je pense, beaucoup de gens ne s'attendaient pas à le voir faire. Et j'ai hâte de voir ce que Twitter va en dire. C'est tout pour aujourd'hui. Je lirai vos commentaires sur Twitter à ce sujet et sur tout le reste dont nous avons parlé plus tard. N'oubliez pas d'aimer l'épisode, de vous abonner à l'émission et de la partager avec tous vos amis. Buvez de l'eau, faites quelque chose de sain pour vous et on se retrouve demain.